Paul Biya n'est plus pour moi un projet. Je veux dire que par contre, l'homme, à son âge que je viens, je m'adresse à lui en lui disant, si tu veux laisser le Cameroun dans la tranquillité, procède à une révision constitutionnelle. Là, nous sommes tous d'accord. Et donne-nous un nouveau régime politique. Tu es encore le seul aujourd'hui qui maîtrise le BIR, la défense, la justice, la GP et tout. Parce que tu nous laisses dans ce cafouillage où chacun a son arme dans sa maison, le couteau, nous allons nous entre-déchirer et ce sera une sortie catastrophique. Dès les premiers mots, Joseph-Marie Elundo frappe comme un tonnerre. Sa voix résonne avec puissance. Son assurance et sa détermination sont palpables. Cet acte de la société civile évoque un appel à l'éveil des consciences. Ces paroles nous rappellent que, dans le grand livre de la démocratie, le Cameroun, à l'instar de ses pairs africains, est souvent désigné comme l'élève le plus indiscipliné. La construction d'une démocratie authentique est continuellement assiégée par des luttes tribales, ethniques et claniques qui semblent se transformer en véritables murs d'incompréhension. Il s'agit d'un pays bloqué par un système importé qui ne correspond pas à la programmation initiale et authentique, ou du moins attendu. C'est ça, c'est-à-dire que le Cameroun est une bricole. Les gens ont trouvé des gens assis à gauche, à droite, Bamileke, et tournent tout ça. Mais la BEM 20, le savant 20, à l'époque posait ce problème en disant qui a eu l'idée de mettre côte à côte les Munda de l'extrême nord et les Fans de l'extrême sud. À l'époque, personne ne faisait attention, mais c'était écrit. C'était un savant, un anthropologue, je crois, historien, tout à fait, de renom. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation que Madame évoquait, quel que soit, après 100 ans, après 64 ans, on se rend compte que les replis identitaires sont une réalité. Joseph-Marie Elundo plaide avec ferveur pour une réévaluation audacieuse de la démocratie au Cameroun en s'affranchissant du mythe ténace selon lequel les sociétés camerounaises seraient condamnées à l'incompatibilité avec les idéaux démocratiques en raison de leur structure traditionnelle. Le parcours vers une démocratie véritable ne sera réellement amorcé que par l'émergence d'une culture démocratique flamboyante au sein de la population, ce qu'ils nomment d'ailleurs la démocratie traditionnelle. Notre modèle, qui est le modèle de stabilité de l'État, dit que le président choisit un vice-président qui ne peut jamais être de chez lui et qui ne sera jamais d'une communauté qui est déjà passée par la présidence. Et chaque fois que le président sort, le vice-président devient président. Et ça se joue au niveau des suffrages universels indirects. Et le peuple, dans sa majorité, ne s'implique pas dans le choix de cet homme-là. Ça se joue donc avec les parlements. Et le choix de l'homme qui va le remplacer, on peut l'identifier. Ça peut être un président de région. Par exemple, nous avons les 10 régions avec leur président qui vont constituer le conseil présidentiel. Donc, il y a le chef de l'État qui a un conseil présidentiel composé de 10 présidents de région qui lui donne la température réelle du pays. Parce que c'est quand même de l'arbitrage, c'est lui qui assure la sécurité de l'État, qui assure la diplomatie de l'État, qui assure la justice. La démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, proclamait Abraham Lincoln avec sagesse intemporelle. Cette affirmation résonne encore comme un mantra dans les discours politiques au Cameroun. Le pays a souvent été pointé du doigt par la communauté internationale comme un paria en matière de démocratie, victime d'une répression incessante et d'un pouvoir excessif accordé à l'administration. Les événements récents ne font que confirmer cette triste réalité. On est obligé de constater ou d'enregistrer qu'il y a un véritable recul, il faut le dire. Je prends par exemple dans le domaine des droits des citoyens. Le fait qu'aujourd'hui,
on en soit encore à ce que, pour des propos tenus dans une gargote, ou bien qui sont des propos de gargote ou toute autre chose, ou des réseaux sociaux, on prenne des gens et qu'on les traduise directement au tribunal militaire. C'est quand même une entorse très grave à la démocratie. Le fait, par exemple, moi je suis né à Yaoundé, je suis étant d'origine, mais je suis né à Yaoundé, je peux dire que je suis un autochtone de Yaoundé. Le fait qu'un jour, un matin, je me lève et je lis que le préfet de Yaoundé, moi, ma qualité d'homme politique, me destine à tenir un propos critique vis-à-vis du système. À certains moments, à le soutenir peut-être parfois, mais le plus souvent, à le critiquer. Mais qu'un matin, je me lève... critique, mais pas insurrectionnel. Oui, c'est ça, non, pas insurrectionnel, mais qu'un matin, je me lève, quelqu'un estime, parce que tout cela, c'est une question de qualification ou d'appréciation, estime que mon propos là, qui était au lieu de haut, est plutôt à un contenu instructionnel. On me dit que monsieur, tu es rentré à Libikoun, tu n'as plus le droit de venir à Yaoundé. Je dis que c'était un net recul de la démocratie. Selon Célestin Bédjegui, le Cameroun est en proie à un véritable naufrage démocratique, une tragédie qui a marqué l'histoire tumultueuse de ce pays depuis son accession à la souveraineté internationale. Les années 1960, souvent célébrées comme l'âge d'or des indépendances, ont été entachées par des régimes de parti unique où la gestion des affaires de l'État était aussi opaque qu'un brouillard épais, dominé par les intérêts partisans et claniques. En revanche, les années 1990 semblaient promettre un renouveau éclatant, synonyme de démocratie et de multipartisme, accompagné d'un festival, des conférences nationales et d'assises qui auraient dû servir de tremplin vers une véritable démocratie, tout en tentant de redresser des républiques profondément troublées par des appels populaires à la liberté. Le Cameroun est l'un des rares pays qui a un système hybride. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le régime traditionnel et de l'autre, il y a le régime moderne. Vous savez qu'avec la conférence de la Bolle, on a presque imposé aux Africains la démocratie actuelle. Donc, nos communautés n'ont pas eu le temps de réfléchir, de comprendre comment on peut passer de nos systèmes traditionnels à la démocratie moderne. Et je sais que le président de la République, le président Paul Biya, était conscient de ces lacunes. Et c'est pour cela qu'il a pensé à une idéologie intermédiaire qu'il a appelée le libéralisme communautaire. C'est-à-dire, au lieu de passer du communisme à ce que les gens veulent, ou bien du capitalisme à l'autre, il a fait un système hybride qui prend en compte le pouvoir des communautés et le pouvoir moderne. Malheureusement, ces espoirs se sont rapidement transformés en mirages. Les débats qui auraient dû être des phares constructifs autour du libéralisme communautaire du chef de l'État, Paul Biya, ont cédé la place à un déluge de mensonges, de despotisme et de calomnies. Les discours haineux et tribaux se sont répandus comme une marée noire, assombrissant le climat politique et exacerbant les clivages personnels et ethniques. Cette dérive a permis à un régime qualifié par certains de dictatorial, héritier du parti unique, de s'installer confortablement, se renforçant au point d'égaler les partis uniques d'antan. Tout cela se déroule sur fond d'une pléthore de petits partis qui, pour la plupart, n'ont même pas l'envergure nécessaire pour rêver d'un impact national. Quand on me parle d'élection présidentielle au Cameroun, puisque si vous lisez Garga Manadji qui est un vieux navire, il vous dit, dans l'état actuel des choses, même sur une civière, Paul Biya va gagner l'élection. Est-ce que le gouvernement d'un pays, c'est donc l'élection? Puisque la machine électorale de RDPC est capable de faire élire le président, même dans la civière.
Mais est-ce que sur la civière, il peut gouverner? Ce qu'il fallait démontrer. Est-ce que vous pensez qu'avec les mentalités que l'on a aussi au Cameroun en ce moment, c'est pas cette sorte de monarque-là qu'on aura érigé, qu'on va respecter? C'est le souhait. Le monarque dont vous parlez, okay? Vous en parlez aujourd'hui. Parce que le modèle tel qu'il est structuré, je suis désolé, je l'ai dit tout à l'heure, fait du monarque un type qui va s'occuper des cuisines des gens. D'accord. C'est ça le problème. Avant la colonisation, la plupart des nations africaines étaient des royaumes majestueux, dont l'organisation n'était pas si éloignée de celle de la vénérable monarchie parlementaire britannique. Les affaires de la cité se réglaient autour des emblématiques arbres à palabres, véritables scènes de théâtre où les populations et leurs représentants se réunissaient pour légiférer, décider et juger avec une sagesse impressionnante. On pourrait presque dire qu'il existait déjà un avant-goût de démocratie où le pouvoir était délégué et les peuples impliqués dans la gestion de leur royaume. Les chefs étaient élus par acclamation et celui qui parvenait à conquérir le cœur du peuple était tout simplement couronné roi. C'est ce qu'il appelle démocratie traditionnelle là. Moi je suis un chef traditionnel et justement dans l'exercice de mes fonctions depuis 40 ans, j'ai remarqué ou j'ai noté ou relevé l'importance qu'avait le concept de la légitimité dans la manière ou dans la relation que j'ai avec, on peut les appeler mes administrés, ou au mieux de mes populations. Je me suis rendu compte que nous n'avons pas de gendarmerie, nous n'avons pas de police, nous n'avons pas de justice pour rendre des verdicts, mais lorsque nous disons quelque chose, que ce soit moi en qualité de chef traditionnel ou M. Saranyamdi, dans nos rôles, et ainsi de suite, les populations nous suivent. Et je me suis toujours posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui explique cela? Et c'est au centre de la réflexion que nous a amené. Comment, ou en d'autres termes, comment pouvons-nous réinstaurer ce principe de légitimité dans la manière dont le Cameroun serait gouverné et qui ferait que tous les Camerounais adhéreraient à la orientation qui est donnée par celui qui est à la tête. Parce qu'il faut se rendre compte de quelque chose, malheureusement, c'est que les contestations que l'on enregistre à gauche, à droite, tiennent essentiellement au fait que pour beaucoup, cette légitimité est perdue. Et on se demande la question, pourquoi la légitimité a été perdue? Est-ce à cause d'un mauvais usage qui est fait de la légalité? Parce que qu'est-ce qui gouverne au Cameroun à l'heure actuelle? C'est beaucoup plus la légalité qui gouverne que la légitimité. En effet, l'héritage funeste de la colonisation a introduit la redoutable stratégie du diviser pour mieux régner est un repli ethnique dangereux. Si la démocratie est la dictature de la majorité sur la minorité, comment alors se fait-il que des minorités ethniques aient réussi à s'emparer du pouvoir et à s'y accrocher dans un contexte où les clivages ethniques ou tribalistes ont été savamment orchestrés par les colons? Et cela a été habilement repris par les clans présidentiels après les indépendances pour continuer à exercer leur emprise sur le pouvoir et siphonner les ressources de leur pays. Les frontières tracées par les colonisateurs, ignorantes des limites historiques des royaumes, ont disloqué les populations. Il y a désormais l'urgence de bâtir de nouvelles nations. Je suis en train de dire, je ne dis pas que son idée soit une mauvaise idée, mais je dis que son idée même explicite ce que le président Paul lui a fait depuis et que les gens ne comprennent pas. Parce que nous avons des zones au Cameroun qui ne sont gérées que par les chefferies traditionnelles. Mais cela aide beaucoup plus le Cameroun. Quelqu'un a parlé de Fabre qui avait écrit un ouvrage, La pensée politique d'Ahidjo. Parce que là-dedans, le président Ahidjo avait demandé au gouverneur Marchand, maintenant que je suis président de la République, qu'est-ce que vous me suggérez de faire?
faire du Cameroun une nation ou bien le développer. Et il a dit au président Ahidjo, même après 100 ans, un Bassa, un Bamileke, un Métone, tous les autres, ils vont d'abord se sentir de chez eux avant de se sentir camerounais. Et nous le vivons aujourd'hui. Bien que les indépendances aient suscité une véritable aspiration à la création des nations, le constat d'échec est éclatant. Le Cameroun semble être le théâtre d'un vote ethnique et tribal où le régionalisme règne en maître, comme l'illustrent les récents épisodes des élections présidentielles. Il est presque impensable qu'un homme du Sud puisse se faire élire au Nord et vice-versa. Dans chaque région, c'est le facteur ethnique qui s'impose. Je pense que lorsque le président Ahidjo instaure l'équilibre régional et que le président Paul Biya vient avec le vivre ensemble, c'est pour essayer de pallier à ce problème. Les gens pensent d'abord à leur cordon ombilical avant de penser à celui des autres. Mais tant que nous avons encore ce sentiment en nous, il n'est pas possible d'aller vers la décentralisation à la hâte. C'est pour cela que je disais qu'il n'avait pas compris ce que je voulais dire. C'est le mot à la hâte là qui n'est non, pas du tout à la hâte. approprié. Écoutez, parce que même si vous dites Ça fait depuis 30 ans, madame. Écoutez, 30 ans. Je vais vous dire, quand il y a eu les villes mortes ici, dans cette ville de Yaoundé, il y avait son chef qui a dit aux gens de l'Ouest, vous allez faire vos choses là-bas. Si vous venez ici, dans le centre, nous allons casser vos immeubles. Qu'est-ce que ça voulait dire? Nous n'avons pas d'établissement d'immeubles, c'est vous qui avez tout. Mais si vous venez avec vos villes mortes ici, nous allons détruire vos immeubles. Et Mabazile, quand il a dit, nous ne sommes pas encore mûrs pour la démocratie, il voyait ces aspects. Et jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas fini. Le Cameroun a-t-il donc échoué dans sa quête de nation? La réponse est un retentissant oui. On évoque la nation que dans les discours politiques enjolivés et la fibre patriotique n'apparaît que lors des victoires éblouissantes des Lions indomptables, l'équipe nationale de football qui, pour le coup, fait vibrer les cœurs. En dehors de cela, la vie politique n'inspire plus qu'une méfiance profonde. La présence omnipotente des armées loyales au clan présidentiel qui n'hésitent pas à retourner leurs armes contre leurs propres compatriotes au lieu d'être des bastions d'impartialité républicaine exacerbe cette atmosphère déjà toxique. Tous ces éléments expliquent amplement le climat délétère qui plane sur le pays à l'approche des élections. Si les partis politiques s'entraînent bien pour 2026 et qu'ils trouvent en place pour 2026 et qu'ils trouvent en place ce dispositif révisionnel que nous proposons, il y aura match. Il y aura donc des partis politiques libérés de l'emprise d'un président de la République omniprésent et qui vont se battre chacun avec les moyens qui sont les siens, dans la question de prendre la voiture de l'État, l'argent de l'État, les frais de mission de l'État pour aller en mission va s'arrêter. Et je pense que le PAL, le MRC, l'UNDP et autres iront à armes égales avec l'intelligence nécessaire pour que nous ayons enfin un pays qui roule sur ses propres roues et sortons des habits des autres. Lors de sa visite officielle au Ghana en 2010, le président américain, l'ancien président américain Barack Obama a frappé les esprits avec cette déclaration mémorable. L'Afrique, au lieu d'avoir des hommes forts, doit avoir des institutions fortes. Cependant, il est tout aussi crucial de sélectionner des personnes de bonne volonté pour donner vie à ces institutions. Il est grand temps d'en finir avec le manque d'indépendance de certaines entités et de balayer les entraves économiques, financières et sociales qui éloignent les citoyens de la politique. Une gestion participative doit être instaurée
promouvant une démocratie locale par le biais de la décentralisation et en organisant des élections libres, fiables et transparentes. Quand on parle de démocratie traditionnelle, on parle de légitimité. Et quand on parle de légitimité, cette légitimité-là, elle doit s'appliquer au niveau de la base. Ce n'est pas une légitimité en l'air. Et je vous donne donc aujourd'hui parmi les instruments sur lesquels doit s'appliquer la légitimité, les instruments utilisés, légaux tout au moins utilisés, c'est la décentralisation qui ouvre l'accès à des ressources, que ce soit des ressources en hommes, que ce soit des ressources financières. Il faut bien voir l'enchaînement, bon Dieu. Bah écoutez, maintenant on dit que je comprends rien peut-être. Alors je vais dire ceci. Je vais dire ceci, vous permettez, j'ai dit alors ceci que ce que M. Elundou dit est lumineux. Il peut prendre de la légitimité. Nous voulons dire que, attention, cette légitimité-là, à l'heure actuelle au Cameroun, elle est limitée par une illégalité qui, au fil du temps, devient scélérate et qui fait qu'à la fin, on a l'impression que, puisque l'action gouvernementale ou bien des pouvoirs publics ne semble pas prendre en compte la satisfaction, la nécessité de satisfaire les besoins des Camerounais, le choc, le backlash, c'est quoi? C'est qu'on met en cause la légitimité. Parce que dans le principe de légitimité, celui qui est à la tête est censé ne même plus penser à lui. Les rois là, ils sont propriétaires de rien. Hein. Il n'a pas de voiture personnelle, il n'a pas de maison personnelle, ainsi de suite, mais il développe quand même le pays, et le pays hérite de tous ces palais que vous voyez là. Il est donc impératif de s'engager dans la création d'une culture de l'alternance, un principe sacro-saint de la démocratie. Il faut également envisager un statut pour l'opposition et oser embrasser une bipolarisation de la vie politique. Cela permettrait d'éliminer ces innombrables partis politiques tribaux dépourvus de fondations nationales, souvent sans idéologie claire et menés par des individus aux intérêts cachés. Mais ce qu'il nous propose et que j'ai retenu, du moins en tant que politiste, socio-anthropologue et juriste, entre autres, c'est qu'il nous dit institutionnaliser cela. Institutionnaliser cela. Laisser cette affaire où les équilibres viennent parce que c'est le chef de l'État qui discrimine. Mais si ce chef d'État n'est pas là, qu'est-ce que nous allons devenir? Dans la situation d'aujourd'hui, si le président Paul Biya part, on est mort. Pourquoi? Parce que, c'est pas parce que le président Paul Biya est forcément indispensable en tant que tel, mais le système ne favorise pas une alternance ou une maîtrise de pouvoir. Imaginez-vous à l'état actuel de notre présidentialisme statocentré, c'est-à-dire essentiellement centré. Vous imaginez si un opposant, soi-disant opposant, remplace le président Paul Biya avec les pouvoirs que Paul Biya est là? Vous croyez que cet opposant va changer la constitution? Ce présidentialisme excessif, où en réalité, même lorsque quelqu'un va à Ebomoussou, dans la Déquié, ou encore dans une zone comme Ndongela, qui est un village que j'affectionne beaucoup. C'est où ça? C'est dans mon atelier, c'est vers ça. Je ne vante pas. Ndongela. Le pont de l'enfance. Oui, après le pont de l'enfance, je ne vante pas ça. C'est mon département maternel. Et il faudrait que vous sachiez que là-bas, chacun vous dit que comment je fais si le président n'est pas là. Il y a même des gens qui vous disent que on est d'accord, il y aura un jour un changement. Mais si un opposant arrive et dispose, hérite de ce pouvoir que tout le monde, même en Ndongela, vous dit que au nom du président de la République, que ce soit vrai ou faux, mais qui symbolise ce qu'on appelle la figure d'autorité centralisée du président de la République. Une moralisation de la vie politique est non seulement souhaitable, mais absolument indispensable, et cela ne sera jamais assez repéré. Comme le disait André Malraux, on ne fait pas de la politique avec la morale, on n'en fait pas davantage sans. Il est grand temps de mettre un terme à cette pratique abominable des achats, des consciences et des votes, d'ouvrir grand les portes à une libéralisation maîtrisée des médias, de mener une lutte acharnée contre l'impunité et de renforcer l'état de droit. La restauration des services militaires obligatoires ou des travaux d'intérêt général devient urgente pour forger un véritable esprit patriotique et inculquer des valeurs citoyennes
afin de parfaire l'édifice des nations dans ces États qui se sont formés de manière si imparfaite. Après le président Biya, je ne crois pas que le système puisse survivre en son état. Je crois que ce système risque d'exploser. Ce que madame dit, moi j'ai été étonné, madame le professeur. Le Cameroun perd même trop de temps pour aller à la fédéralisation. N'attendez pas que les ambassadeurs se multiplient partout pour qu'on se rende compte que ça ne va pas. Les gens ne veulent plus de la gouvernance centralisée. Chacune de nos régions a un équivalent d'un État. Que ce soit l'Est ou le Sud qui sont les régions les moins peuplées. Et ces régions sont plus peuplées qu'un grand nombre d'États au monde. Ça, c'était des universités, c'était une fonction. Pourquoi ne pas donner une demi-souveraineté à ces régions? Pourquoi vouloir tout faire à Yaoundé? Il y a des pays qui ont 200 000 habitants. Des pays qui ont 400 000 habitants. Le Sud a moins 500 000 habitants. L'Est a autour d'1 million d'habitants. Comment voulez-vous me dire qu'alors que des pays ont 300 000 habitants, ces pays-là ont un parlement ou des universités, on nous dit qu'une région camerounaise ne peut pas avoir au moins une demi. On ne lui demande pas d'être souverain, c'est-à-dire d'être indépendant. On lui demande, n'est-ce pas, d'assumer quand même certaines missions de l'État, pourvu que ces missions soient compatibles avec l'ensemble du Cameroun. C'est tout. Cependant, la réelle politique nous rappelle que le monde a toujours été régi par des intérêts. À l'ère où se faire servir signifie souvent servir soi-même, les politiques camerounais doivent impérativement assumer leurs responsabilités devant leur peuple et devant l'histoire. Sinon, tel un virus cybernétique insidieux, le parfum du jasmin continuera à se répandre sans entrave. Néanmoins, il est crucial de souligner que la démocratie n'est pas dans les institutions, mais dans les hommes. C'est en nous inspirant de cette sagesse éclatante de Georges Burdeau que nous tirons le rideau sur cette analyse sur la démocratie traditionnelle au Cameroun. Un grand merci de nous avoir accompagnés une fois de plus dans cette aventure intellectuelle. Restez à l'affût car nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle chronique qui plongera une fois de plus au cœur des tumultes et des merveilles de l'actualité camerounaise.